voilà parti à présent pour Planète Marché, une quarantaine de minutes ensemble pour tenter de décrypter l'incertaine et riche actualité, parfois politique, souvent économique et surtout financière sur le plateau de Smart Bourse. Pour nous accompagner ce soir, nous avons le plaisir d'être avec Olivier de Béranger, directeur général délégué de la financière de l'Échiquier. Bonsoir Olivier de Béranger. Bonsoir Nicolas. Bienvenue sur le plateau de Smart Bourse. Nous sommes accompagnés également par Thomas Friedberger, directeur général de Tikeo IM. Bonsoir Thomas Friedberger. Bonsoir Nicolas. Bienvenue également sur le plateau de Smart Bourse et nous avons le plaisir d'être accompagné également par Aymeric Didet, directeur de la gestion de Pergame. Bonsoir Aymeric Didet. Bonsoir Nicolas. Et bienvenue également sur le plateau de Smart Bourse. Beaucoup de questionnements, messieurs, actuellement sur les marchés financiers, sur le contexte économique. On scrute un petit peu tous les indicateurs à la recherche d'un petit peu plus de réponses sur une potentielle reprise économique ou au contraire une récession dont beaucoup parlent, peut-être un rebond des marchés financiers. Je voudrais réagir avec vous et on va peut-être commencer par vous, Olivier de Béranger, sur ce chiffre de l'inflation en zone euro, 8,6% sur un an en juin. Donc un chiffre qui montre que l'inflation n'a pas fini de progresser en zone euro. Pour autant, quand on regarde dans le détail, on sent quand même que si on enlève l'alimentation, l'énergie, voire même le tabac, on est sur une inflation qui n'augmente pas tant que ça. Comment est-ce qu'on comprend ce chiffre aujourd'hui ? Oui, en effet, si on enlève tout ce qui monte, on est plutôt autour de 3,7, 3,8 en zone euro. Donc on voit bien que la pression sur les chiffres de l'inflation, elle vient essentiellement du conflit en Ukraine pour le moment. C'est-à-dire que l'état des marchés de l'énergie et de l'alimentation était déjà tendu avant cette guerre. Et cette guerre au contact de l'Europe, à quelques kilomètres de nos frontières, n'a fait qu'amplifier un mouvement qui existait déjà. Ce qui fait d'ailleurs qu'on est un petit peu sur deux dynamiques légèrement différentes. On a l'impression qu'aux États-Unis, on est plus ou moins sur un plateau. Il est difficile de s'engager, mais on a une impression... Alors avant, on parlait de pic, maintenant on parle de plateau. On parle de plateau. En tout cas, on n'est pas en train de réaccélérer, on n'est pas en train de baisser non plus, mais on n'est pas en train d'accélérer. En Europe, on est toujours dans cette phase d'accélération et de prise en compte de hausse des prix de l'alimentation ou de l'énergie. Sur un an glissant, on dépasse les 40% de hausse en zone euro sur les prix de l'énergie. Donc forcément... des conséquences pour l'économie réelle importantes. Mais alors justement, parce que on commande quand même assez souvent dans cette émission la réaction des banques centrales par rapport justement à cette inflation qu'il faut faire baisser absolument. Donc quand on voit un chiffre d'inflation de 8,6%, on se dit effectivement ça atteint des niveaux tels qu'il faut agir dessus. Quand on enlève l'inflation qui proviendrait de facteurs exogènes, alors la question c'est de savoir est-ce que ça va du coup s'auto-alimenter, mais qui proviendrait de facteurs exogènes, on tombe à 3,7%. C'est toujours beaucoup plus que l'objectif de 2% de la BCE, mais pour autant, est-ce que c'est si inquiétant que ça actuellement sur l'inflation sous-jacente, j'ai envie de dire ? Alors, inquiétant, c'est peut-être un peu tôt pour le dire, mais en tout cas, ce qui est sûr, c'est que c'est ridicule d'avoir des taux négatifs sur le taux de dépôt de la Banque Centrale Européenne. Donc, il n'y a aucun doute que ces taux qui sont négatifs finiront l'année positifs. À quel niveau ils finiront positifs ? Ça dépendra de la continuité des chiffres d'inflation et ça dépendra aussi des anticipations de marché sur le ralentissement, l'ampleur du ralentissement, voire la récession qui pointe son nez pour la fin de l'année ou le début de l'année prochaine. Donc en tout cas, la priorité des banques centrales, en tout cas de la Banque Centrale Européenne, c'est bien de revenir à une politique de taux plus normée et je rappelle que l'assouplissement monétaire en Europe, il a commencé aujourd'hui. On a simplement arrêté hier les achats marginaux. Bien sûr. On en parle depuis plusieurs semaines. On est au jour 1 de l'arrêt de l'assouplissement quantitatif. Donc c'est quand même devant nous et c'est difficile de prévoir comment les marchés ou les intervenants économiques vont réagir. Un pic d'inflation après l'été, ou passé après l'été en zone euro, c'est quelque chose de plausible selon vous? Ça fait partie de vos scénarios économiques? S'il n'y a pas d'accélération, soit de la guerre en Ukraine, soit d'autres facteurs, notamment en Chine, s'il n'y a pas vous savez qu'il y a des mouvements sociaux dans les ports en Californie qui commencent à voir le jour. On parle quand même de ports qui reçoivent la moitié des importations américaines. Donc s'il y a des grèves des dockers, ça va être embêtant. Mais encore plus de rupture ou en tout cas le ralentissement d'approvisionnement. Normalement, les simples effets de base devraient commencer à nous faire ralentir en Europe à partir de septembre ou octobre.
Thomas Friedberger, j'ai envie de vous poser, de continuer avec vous sur l'inflation. Christine Lagarde a expliqué à Sintra lors du forum annuel de la BCE que de toute façon il ne fallait pas s'attendre à des niveaux d'inflation comme ceux que l'on avait connus avant Covid. Alors là effectivement on parle de 8,6%, on enlève comme dirait Olivier de Béranger tout ce qui monte et on tombe plutôt à 3,7%, ce qui reste plus élevé que le mandat de la BCE. Est-ce qu'il faut s'attendre à avoir un environnement d'inflation durable en Europe, en zone euro ? Déjà, je pense qu'il faut rester humble vis-à-vis de ça, parce que pas grand monde l'a vu venir, cette inflation. Et donc, aujourd'hui, faire des grands plans sur la comète, c'est un peu probablement présomptueux, puisque personne n'était probablement actif, ou pas grand monde, sur les marchés la dernière fois qu'il y a eu ça, et que ça a pris beaucoup de temps à Paul Volcker pour la juguler, avec des taux qui ont fini autour de 15%. Donc là, on n'ira probablement pas sur ces niveaux-là, mais je pense qu'il faut quand même être relativement humble avec... en gardant en tête qu'on est tous inconsciemment en train de plaquer des raisonnements qui ont été les nôtres pendant 30 ans dès qu'il y a une récession, les taux rebaissent, le quantitative easing arrive et sauve tout le monde. Sauf ce qui risque d'être un peu plus compliqué là, effectivement, puisque la récession serait justement créée par une remontée des taux. Ouais. Tout à fait. Et ceci dit, on est convaincu depuis assez longtemps que, et bien avant la guerre en Ukraine et même avant la crise de la Covid, qu'il y a une inflation structurelle qui revient pour des raisons démographiques, pour des raisons de mix énergétique. Puisque la transition énergétique est inflationniste, que le déficit, on va dire, d'investissement dans le shale depuis plusieurs années est également inflationniste, puisque le shale a été très désinflationniste, notamment pour l'économie américaine. Ça a été un facteur de compétitivité énorme pour l'économie américaine. Juste pour bien expliquer aux gens qui nous écoutent, donc le caractère inflationniste de la transition énergétique, effectivement, on le comprend. Le caractère inflationniste pour des raisons démographiques, ça s'explique comment ? En fait, la population mondiale en âge de travailler est en train de se contracter depuis une dizaine d'années. Ça accélère avec le vieillissement de la population chinoise. Si vous prenez l'exemple de la Chine, dont quand même l'entrée dans l'Organisation mondiale du commerce en 2001 a doublé la force de travail disponible dans le monde. Donc c'était le plus gros choc déflationniste de l'histoire de l'humanité probablement. La population chinoise aujourd'hui vieillit, donc le chinois en moyen a, je crois, 48 ans. Il y a 2 salaires à la maison puisque le taux de travail des femmes est très important. L'enfant unique a quitté le foyer puisqu'il a plus de 20 ans. Vous vous retrouvez avec une population chinoise qui est passée d'un statut de travailleur pas trop cher à consommateur avec 2 salaires, pas d'enfants à charge et donc qui commence à consommer. Donc ça a un impact de long terme probablement. Sur les coûts effectivement de travail et donc derrière des produits finis. Exactement. Et puis ensuite vous avez le pivot intégral, le pivot de l'économie chinoise qui est passé d'une économie basée sur des exportations avec un renminbi dévalué à une économie plutôt de consommation basée sur un renminbi fort, puisque la Chine doit de réduire sa dépendance du dollar, et donc pour ça ils ont besoin que leurs partenaires commerciaux s'endettent et commercent dans leurs devises, et pour ça ils ont besoin d'un renminbi fort qui lui-même est inflationniste, puisque le renminbi faible explique aussi une partie de la désinflation. Donc je dis pas qu'il va y avoir 10% d'inflation ad vitam aeternam, mais qu'il y a des facteurs structurels. Il y a 2 grands facteurs structurels aujourd'hui qui viennent expliquer l'inflation, en plus des facteurs exogènes, donc liés effectivement au conflit, par exemple sur le sol ukrainien, ou à la sortie de la pandémie, je ne sais pas, mais en tout cas sortie de la pandémie d'un point de vue économique et réouverture des économies. Plus cette phénomène de démondialisation qui aujourd'hui est probablement un fait. Avant on parlait d'inflexion dans la mondialisation, on ne faisait pas trop. Maintenant on parle clairement de démondialisation, qui est lui-même aussi inflationniste, parce que la création de résilience en relocalisant de la production, ça fait augmenter les coûts, donc c'est aussi inflationniste. On va en parler, parce qu'effectivement, Jérôme Powell s'est exprimé sur le sujet en expliquant que un monde plus morcelé, avec j'ai envie de dire des camps, même si ce n'est pas le terme que lui a utilisé, géopolitique ou économique de plusieurs côtés, viendrait peser sur la croissance et la productivité. Mais peut-être juste avant, Aymeric Didet, peut-être un mot évidemment sur cette situation d'inflation, que ce soit en zone euro ou aux États-Unis également, où on a l'impression qu'aux États-Unis, alors Olivier de Béranger l'a très bien dit, c'est-à-dire qu'on attend en fait de passer un pic, on parle de pic. Quand on parle de pic, on parle d'une phase ascendante et d'une phase descendante, et en fait on se rend compte que ce pic va plus ressembler à un plateau, ou en tout cas c'est plus ce qu'on attend aujourd'hui. En tout cas, elle ne va pas redescendre tout de suite très vite, c'est ça qui semble quand même se dessiner, et c'est ça qui a surpris un tout petit peu la Fed lors de ses précédentes communications, où elle nous avait un peu annoncé
annoncé il y a 2 mois qu'on avait sûrement vu le pic au mois de mars. Or, en fait, on s'aperçoit que pas du tout. L'inflation est là, elle reste à un niveau élevé et pour le moment, on n'a pas de signe avant-coureur des premiers effets des hausses de taux. Et c'est pour ça qu'on a eu déjà des membres de la Fed qui disent il va quand même falloir en mesurer les effets assez rapidement parce que on ne va pas pouvoir non plus monter les taux aussi rapidement que ce qu'ils pensaient au départ. Et les effets ne sont pas aussi rapides non plus que ceux attendus. Donc, ça veut dire que si jamais on ne voit pas d'effet, on pourrait s'attendre à une réduction potentiellement des hausses de taux ? En tout cas, il y a un point. Ils savent où ils veulent aller. Ils connaissent les objectifs qui sont, à voir si jamais il y a une récession la plus faible possible, bien sûr, et remonter les taux pour juguler l'inflation et empêcher cette inflation de continuer à accélérer. Donc ça, ils savent exactement où ils veulent aller. Par contre, ce qu'on est en train de voir, c'est que la ligne droite qui était tracée, ils vont être obligés de naviguer un petit peu tout autour, d'adapter le discours pour quelque part s'adapter à l'environnement actuel sur lequel ils ont affaire à des pressions de tous bords. Des pressions sur les prix de l'énergie, qui sont par nature inflationnistes très forts, des problèmes de risque de récession très forts, avec des problèmes sociaux qui peuvent être très importants, parce que quand on parle de hausse de prix de l'énergie, de hausse du prix des matières premières, des hausses de l'alimentaire, si vous avez des problèmes dans votre croissance économique, vous avez tout de suite des conflits sociaux qui peuvent naître et qui peuvent arriver très vite. La récession n'est pas qu'un concept économique, ça a une application réelle sur la vie des gens. Oui, bien exactement. Sûr. Et donc ça, ce sont des risques qui sont extrêmement importants et qui sont pas c'est pas un fantasme. C'est une réalité qui peut arriver. On a eu les histoires au Capitole. On se souvient en histoire des effets de l'inflation. Rappelez-vous Tiananmen, c'est un problème d'inflation de prix alimentaires où on a une hausse du prix où les personnes ne peuvent plus se nourrir. Et dans ce cas-là, vous êtes prêt à aller faire la guerre. Donc contre votre État, contre le gouvernement. Donc les problèmes d'inflation, c'est extrêmement important, extrêmement préoccupant, et c'est pour ça que c'est au centre et au cœur des débats aujourd'hui de la part des banquiers centraux, et qu'ils doivent gérer ça au plus proche. Mais alors, c'est pour ça que les décisions de politique monétaire, aujourd'hui, ils les regardent, il y a un cap, mais ils sont obligés d'y aller vraiment de façon très, très, très précise et de l'ajuster si nécessaire. Mais alors évidemment, il y a des débats au sein de la Fed, mais ça veut dire que, parce que globalement, on a l'impression là que le combat numéro 1, c'est l'inflation. Quoi qu'il en coûte, il faut faire baisser cette inflation. Et j'ai envie de dire, le moyen prioritaire, c'est cette hausse de taux. Si on ne voit pas d'effet en fait des hausses de taux de la Fed, on pourrait avoir une remise en cause finalement de la stratégie. On pourrait en tout cas devoir l'adapter. Ça, c'est quelque chose d'important. Et on le voit avec ce que fait actuellement la Banque Centrale Européenne. C'est assez intéressant de voir que la Banque Centrale Européenne commence à prévoir des plans. Elle a été évidemment en retard de tout, toujours et encore. Mais enfin, elle commence à agir et elle prévoit d'agir. Mais à côté, elle prévoit aussi de mettre en place des mécanismes d'urgence si nécessaire. Et ça, c'est intéressant. Ça veut dire qu'elle va être capable d'intervenir rapidement si nécessaire, si jamais il y a des écartements de spread de crédit trop forts sur les États, sur la dette d'État en tout cas. Bien et sûr. donc là, c'est aujourd'hui prévoir un plan B. Et ça, c'est extrêmement important. Et ça, pour une fois, je pense que la Banque Centrale Européenne fait bien de commencer à prévoir d'autres choses. La Fed, elle est pragmatique. Si jamais demain, ils doivent créer un plan de secours, un plan d'urgence, ils le feront, ils savent le faire très très vite. La Banque Centrale est plus structurée, dans une Europe qui est moins organisée, donc il faut qu'ils le prévoient un peu en avance, mais elle le fait, et ça, c'est une bonne chose aussi. Alors, j'aimerais revenir avec vous, Thomas Friedberger, sur ce nouveau monde, peut-être qu'on est en train de voir, ou en tout cas sur cette remise en cause de la mondialisation dont on a déjà entendu parler au niveau politique au moment des premiers confinements en lien avec donc la pandémie de Covid-19. Et puis là, effectivement, on commence à se poser la question de voir si, avec le monde tel qu'il est aujourd'hui, des enjeux géopolitiques, justement, on ne serait pas vers un mouvement de long terme de rapatriement d'un certain nombre d'activités, à tel point que Jérôme Powell, du coup, avait cette phrase dont on parlait tout à l'heure, sur cette division du monde entre différentes zones géopolitiques ou économiques. C'est quelque chose que vous prenez en compte aujourd'hui? C'est une vraie tendance que vous anticipez ou que vous identifiez?
Oui, c'est une vraie tendance qu'on anticipe. Aujourd'hui, mondialisation rime plus avec vulnérabilité qu'autre chose. Hein. On parle tous les jours avec des entreprises de notre portefeuille ou avec des entreprises avec lesquelles on est en contact qui ont des problèmes d'approvisionnement avec des chaînes d'approvisionnement mondialisées qui les empêchent de recevoir les produits qu'ils doivent vendre, souvent des produits sur lesquels ils font pas mal de marge d'ailleurs, avec des coûts qui augmentent aussi en conséquence. Donc il y a l'aspect coût, mais il y a aussi l'aspect revenu. Mhm. Ces tensions, évidemment, suite à la crise russo-ukrainienne et cette, je dirais, accélération dans la démondialisation, cette militarisation du dollar aussi qui fait qu'il y a beaucoup de réflexions. Alors nous, on voit ça avec un biais très occidental, mais dans les pays qui sont potentiellement ou seraient potentiellement un jour en conflit avec les États-Unis, il y a probablement cette réflexion que le gel des actifs, les sanctions, l'exclusion du système de paiement... C'est possible, ça a été fait une fois, donc ça peut faire peur à d'autres pays, effectivement. Exactement, donc ça devrait pousser à la création d'autres blocs monétaires qui vont avoir un coût pour les entreprises, parce que le coût de s'adapter à deux types de normes, deux types de standards, de devises, et puis des revenus aussi, parce que le jour où vous faites trop de business avec un bloc, eh bien l'autre se fermera, le marché se fermera. Donc c'est pour ça qu'on dit que la mondialisation a été comme un vent dans le dos, tout comme la baisse des taux pour la génération de résultats des entreprises. Et ça, c'est probablement terminé. Donc, il faut évidemment le prendre en compte. Et ceci dit, je pense que espérer le retour du rouleau compresseur des quantitative easing à court terme, juste parce qu'il y a un ralentissement économique, c'est pas réaliste. Pour les raisons dont parlait Aymeric, c'est-à-dire que l'inflation, ça peut détruire une économie, ça peut déstabiliser un régime démocratique, et que donc ça doit être combattu, quoi. Olivier de Béranger, justement, sur cette perspective d'épisode récessif. Alors, c'est vrai que quand on regarde un peu les statistiques qu'on a pu voir, ne serait-ce que cette semaine, que ce soit le climat des affaires, alors qui a été calculé par la Fed de Dallas ou de Richmond, ou les indicateurs de sentiment des consommateurs du Conference Board, sans parler des PMI manufacturiers ou ISM manufacturiers aux États-Unis qui traduisent un ralentissement d'activité. On en viendrait presque à se poser la question d'un effet autoréalisateur d'une récession promise par tous, qui en viendrait à se réaliser du fait que tout le monde l'anticipe. Oui, c'est pas faux. D'ailleurs, c'est la même chose pour l'inflation. Ce qui compte, c'est plus les attentes d'inflation que le chiffre d'inflation lui-même pour le comportement des différents agents économiques. Mais c'est vrai que pour la récession, c'est quelque chose qui est en train de devenir dans le vocabulaire je dirais, quotidien des marchés. Et moi, mon avis, c'est pas mauvais en soi une récession. C'est-à-dire que si on a 2 trimestres de baisse du PIB de 0,4 ou 0,5, c'est pas ça qui remet en cause ou qui peut bouger des systèmes ou des organisations politiques. Parce qu'on rappelle que le terme récession, c'est 2 trimestres consécutifs de croissance négative. Exactement. Que ce soit 0,001 ou des chiffres beaucoup plus bas. C'est là où vous dites que c'est pas mauvais dans le sens où ça peut être technique ou très modéré. Oui, ce qui est mauvais, c'est la récession qui détruit de la force de travail et des capacités de production. C'est la dépression quand c'est poussé à son extrême. Ça, c'est mauvais, mais dans la situation actuelle, on voit, vous aviez tout à l'heure le détail des chiffres de l'ISM. Si vous avez bien regardé les chiffres de l'ISM, le chiffre des nouvelles commandes passe sous le niveau des 50. C'est la première fois depuis 2 ans. Ça indique quelque chose. Au moment où vous avez des stocks qui sont assez élevés, la composante stock de l'ISM est assez haute. Donc je rejoins un peu ce que disait Thomas. On était dans un monde depuis, on va dire, la chute du mur de Berlin et l'entrée de la Chine dans l'OMC, dans lequel ce qui comptait pour les entreprises, c'était l'optimisation. Il fallait tout optimiser. Et là, on est en train de rentrer dans un monde où il faut plus sécuriser. C'est-à-dire, il faut avoir plusieurs chaînes d'approvisionnement, il faut plutôt s'approvisionner dans des blocs amis plutôt que des blocs ennemis. On l'a vu même quand on rentre dans le détail micro, on le voit, dans les constructeurs automobiles, ceux qui s'en sont bien sortis, comme Tesla par exemple, c'est ceux qui pouvaient avoir plusieurs fournisseurs de puces pour un même modèle. On a vu que Stellantis, parfois était obligé de revenir au cadran à aiguille parce que la bonne puce n'était pas disponible. Donc, cette optimisation, tout ce système du just-in-time, ce zéro stock, il a été quelque part remis en cause. Donc, on a restocké. Ce que nous dit l'ISM manufacturier, c'est qu'on est sur une gestion plus prudente finalement qu'un flux continu de commandes entre différentes entreprises ou entre fournisseurs et clients. En tout cas, c'est ce qui est en train de se passer aux États-Unis. Et rappelez-vous qu'il y a encore quelques semaines, tout le monde s'inquiétait des productions de puces.
c'était ce matin ou hier soir, je me souviens plus, Micron, producteur de puces, vous dit que la demande va baisser de 5% sur les mémoires flash en fin d'année et peut-être 10% sur les CPU d'ordinateurs portables. C'est une baisse de la demande. En même temps, c'est ce qui a été le plus commandé depuis 2 ans, Bien de sûr. manière massive. Ça veut dire c'est normal qu'il y ait que ça se calme un petit peu sur post-équipement en lien avec les confinements. Bien sûr, mais ça veut dire que du coup, il va y avoir un ralentissement économique, il va y avoir un ralentissement des investissements, des capex et autres, et que ça, peut-être, ça peut aller jusqu'à la récession, notamment aux États-Unis. Aymeric Didet, sur ce scénario récessif, alors on en a un petit peu parlé, mais c'est quelque chose que vous intégrez du coup dans vos scénarios de marché actuellement ? En tout cas, c'est un scénario qu'on n'élude pas. C'est une possibilité parce qu'on s'en rapproche. On voit les taux qui commencent à rebaisser également, donc ils commencent à nous croire un petit peu aussi à ce scénario-là. Donc on ne peut pas l'éluder. Ça, c'est très clair. Maintenant, comme on le disait, une récession, c'est pas si grave que ça si elle est faible, si on n'a qu'un trimestre. Il faut voir comment va être l'emploi, si l'emploi va tenir. Ça, c'est très très important. Voir si finalement on repart tout de suite en croissance derrière. Ça aussi. Parce qu'évidemment, si on part sur plusieurs trimestres de suite et continue de récession, là, ça va être beaucoup plus compliqué, notamment pour l'investisseur et l'investisseur en actions particulièrement. Donc aujourd'hui, ça nous incite pour le moment à quelques décisions qui sont déjà de rester prudents et de ne pas encore se dire voilà, le marché a perdu entre 20 et 30% sur 6 mois, voire sur 10 mois. C'est pas encore des cours qui justifient de redéployer massivement du capital. On n'est pas encore forcément sur les points bas du marché, ou en tout cas on n'a pas les indicateurs qui permettraient de le dire. Exactement, on n'a pas encore les indicateurs qui nous disent c'est le moment, là maintenant on price le pire, le scénario du pire, et on peut recommencer à déployer du capital, en tout cas sur les marchés actions. Sur les marchés de taux, on commence à voir quand même un tout petit peu un scénario différent, et souvent ça commence par le marché de taux. C'est presque, si on veut chercher un peu des éléments rassurants, on trouve que les spreads, notamment dans le haut rendement et le haut rendement américain, commencent à être élevés. Bien sûr, là, pour le coup, on commence à se dire, voilà, le portage d'obligataires commence à être rémunéré. Parce qu'on voit tous ces chiffres d'inflation à 8%. C'est vrai que ça prend en compte beaucoup de composantes exceptionnelles qu'on a aujourd'hui, qui sont poussées à l'extrême, dues notamment au conflit entre l'Ukraine et la Russie. Mais si on regarde pragmatiquement aujourd'hui les niveaux de taux d'intérêt d'obligations d'entreprises américaines sur le haut rendement, on a plutôt tendance à se dire que là, on commence à pricer beaucoup de choses et qu'on peut peut-être commencer à remettre certaines lignes en portefeuille parce que le portage commence à être rémunérateur pour l'investisseur. Et souvent, les reprises se passent d'abord sur les marchés de taux et on commence d'abord par réinvestir sur les marchés de taux avant de réinvestir sur les marchés actions. C'est là où, si on veut chercher des petits points positifs, on peut en trouver un peu de ce côté-là. Donc, comme on essaie quand même d'en trouver... voilà. Effectivement, on a envie d'avoir un petit peu d'optimisme. Alors, je voulais parler des entreprises avant de parler effectivement des différentes façons d'aller chercher de la performance. Mais donc, on va commencer par effectivement ces façons pour aller chercher de la performance. Donc, il y a le high yield américain, par exemple. C'est un des moyens aujourd'hui d'aller chercher un peu de performance. Exactement. Ça fait partie des premières classes d'actifs sur lesquelles on va commencer à réinvestir. Après, il peut y avoir aussi des zones géographiques qui peuvent connaître une petite pause dans l'histoire qu'on connaît actuellement. C'est la zone asiatique avec la Chine. On sait qu'il y a des décisions, il y a des réunions importantes en fin d'année en Chine avec Xi Jinping et son grand meeting. On va voir s'il va être réélu. Bien sûr, il a des enjeux politiques. Si on va nous présenter un nouveau président pour dans 5 ans. Donc il y a des grands enjeux qui vont arriver, mais on sait que d'ici là, il va tout faire pour réouvrir son économie et favoriser la croissance de son pays. On a vu même qu'il allait réouvrir des centrales à charbon pour qu'il n'y ait aucun problème de productivité sur le sol chinois. Donc, mais est-ce que ça suivra ça, par exemple, et après on verra effectivement où est-ce que vous, messieurs, vous cherchez de la performance, mais est-ce qu'il suffit d'une volonté politique en Chine pour que la croissance reparte ? En Chine, oui. Oui. Même si le secteur de l'immobilier a du mal à repartir aujourd'hui. Regardez toutes les mesures qu'ils ont prises ces dernières semaines pour soutenir l'économie et notamment l'immobilier et le système financier. Donc oui, quand il y a une volonté politique en Chine qui décide quelque chose, c'est appliqué et ça se passe souvent comme le gouvernement chinois l'a annoncé. Donc c'est pour ça que cette zone-là
peut peut-être retrouver de l'intérêt aujourd'hui aux yeux de l'investisseur. Et si on doit réinvestir quelque part, ça peut être en tout cas par là qu'on peut commencer, parce qu'il y a une fenêtre de tir, parce qu'il y a une réouverture qui arrive et une échéance en fin d'année où il doit montrer une Chine en meilleure forme, là où tout le reste du monde est quand même un petit peu affaibli. Donc c'est la grandeur de la Chine qui en dépend. Avec tout de même un risque de politique zéro Covid qui est toujours très présente quand même sur le sol chinois, il faut le rappeler aussi. Un petit peu de pragmatisme quand même, puisque c'est pour ça qu'il a quand même réouvert malgré justement, quand on regarde la politique zéro Covid en Chine, au départ c'était toute la Chine, après c'était les grandes villes, puis après ça a été que des cantons des grandes villes. Puis ça diminue, donc il y a un petit pragmatisme aussi qui se met en place là-bas. Donc c'est pour ça que, encore une fois, je pense que c'est là où il faut, si on doit redéployer du capital en action, peut-être plus aller sur cette zone-là. Thomas Friedberger, même question, dans le contexte actuel où beaucoup d'incertitudes, beaucoup d'inquiétudes, beaucoup de questionnements et qu'on veut quand même aller chercher un peu de performance, qu'est-ce qu'on fait selon vous ? Alors déjà, on est sélectif, puisque C'est le retour de la gestion active ultra précise. Complètement. Pour créer cette résilience dont les entreprises ont besoin, elles vont devoir investir beaucoup dans des nouvelles capacités de production plus locales, dans des choses qui vont les faire rester compétitives. Et on dit toujours que le CAPEX est l'ennemi de l'investisseur, puisque c'est très facile de détruire de la valeur en investissant sur le long terme. Donc ça va créer de la dispersion. Et donc il faut être très sélectif. Effectivement, sur le high yield américain, il y a déjà des opportunités. Il n'y a pas que, je pense, sur le high yield européen, il y a aussi des belles choses à faire, notamment sur la partie courte. Des courbes de high yield, vous pouvez avoir des rendements de plus de 4% avec des durations très courtes aujourd'hui sur le high yield et même sur certains titres investment grade européens dans un portefeuille. Sur les subordonnées financières, vous avez aussi des points d'entrée très intéressants avec des grandes signatures européennes qui approchent des taux de rendement actuels entre 7 et 10%, on va dire. Donc là aussi, on voit qui équivalent d'ailleurs au rendement sur dividendes des actions équivalentes avec moins de risques. Donc on voit de l'intérêt à rentrer là aussi, mais en étant sélectif. Et puis sur les classes d'actifs un peu moins liquides, enfin même illiquides de mon côté, dans l'écosystème d'entreprises de taille moyenne européen, vous avez quand même des méga tendances, que ce soit sur la cybersécurité, sur la transition énergétique, avec des entreprises. Alors, il n'y en a pas beaucoup de côté de ces entreprises-là parce qu'elles sont trop petites, mais qui ont des trajectoires de croissance encore très fortes et qui accélèrent, puisque toutes les entreprises vont devoir s'équiper dans ces domaines-là. Donc ça, c'est des tendances qui, selon vous, résistent déjà et devraient continuer à résister même à un environnement économique un peu plus morose. Oui, probablement. Mais même donc sur les marchés liquides, encore une fois, effectivement, je suis d'accord que c'est plutôt le fixed income aujourd'hui, c'est plutôt les marchés obligataires d'obligations d'entreprise qui présentent de l'intérêt. Et en étant sélectif, on trouve des points d'entrée dès maintenant. Bon, Olivier de Béranger, si je comprends bien, on ne va pas sur les actions, quoi. Si on veut de la performance. Si, on peut. Mais alors, je suis assez d'accord sur le high yield européen. Pour donner quelques chiffres, la prime de risque du high yield européen à 5 ans, elle est d'environ 600 points de base. Alors, 6%, ça veut dire quoi ? Ça veut dire que quand vous regardez les entreprises qui composent cet indice et qui en moyenne ont 600 points de base de prime de risque, ça veut dire que vous pensez que d'ici 5 ans, il y a 8% d'entre elles tous les ans qui vont faire défaut d'une manière ou d'une autre et que vous allez retrouver, on va dire, à peine 40 centimes de l'euro que vous leur avez prêté. Donc ça veut dire que d'ici 5 ans, vous pensez qu'il y a 40% des entreprises européennes notées BB ou BBB- qui vont faire défaut d'une manière ou d'une autre. Pour que ça arrive, d'abord, c'est jamais arrivé dans le passé. Et pour que ça arrive, il ne faut pas qu'il y ait une récession. Il faut qu'il y ait une dépression pour que ça arrive. Donc, effectivement... Un petit questionnement d'ailleurs là-dessus, parce que c'est vrai qu'après les fermetures des économies, on s'attendait à une vague de défauts qu'on n'a jamais eue. Est-ce que ça, c'est un risque aujourd'hui toujours qu'on prend en compte, le fait qu'il ait été retardé ou... le mur du remboursement, j'ai l'impression que tous les 3 ans, il y a un mur de remboursement. Quand ce n'est pas le PGE, c'était les... Là, quand même, ce qui est intéressant dans ce qui s'est passé, c'est que les directeurs financiers des sociétés ont quand même été assez malins d'allonger très nettement la duration de leurs emprunts. C'est-à-dire qu'on parle du high yield. Avant la crise de 2008, un émetteur high yield, il émettait mais quasiment jamais au-delà de 5 ans. Il faisait du 3 ans, du 4 ans, du 5 ans. Maintenant, n'importe quel WB pendant la phase de taux bas a pu faire du 10 ans ou du 12 ans. Donc déjà, on a une structure financière des entreprises qui est de meilleure qualité que ce qu'elle était dans les derniers ralentissements. Donc c'est plutôt rassurant de ce point de vue-là. Et quand vous achetez, pour continuer sur mon high yield européen, bien sûr, oui. Quand vous achetez du high yield avec 600 points de base de prime, donc avec des taux autour de 7% pour du 4 ou du 5 ans, si vous passez juste l'été et qu'il ne se passe rien,
vous avez gagné 1,5% quand même. Donc ça va vite, le carry, le portage dont parlait Aymeric tout à l'heure. Donc ça, c'est la première chose. Et quand on tire le fil du high yield européen, qui est intéressant, je vous parlais de la qualité de bilan, sur les marchés actions, ça va être un peu la même chose. La sélectivité dont parlait Thomas, moi je la ferai sur les entreprises qui peuvent enjamber le ralentissement 2022-2023, qui n'ont pas besoin de lever du cash avant 2024, qui n'ont pas besoin de renouveler des lignes de crédit avant 2024 ou 2025, et qui donc, comme d'habitude et comme il y en a toujours eu dans l'économie mondiale, quand il y a une récession, ceux qui sont mieux préparés d'un terme bilanciel passent le ralentissement cyclique d'une meilleure manière. Donc c'est un sujet de bilan ou un sujet d'activité ? Un peu des deux, parce que pour avoir un bon bilan, il faut aussi avoir une activité qui n'est pas trop cyclique. Mais ça veut dire quand même que vous pouvez trouver des beaux bilans dans des secteurs cycliques, dans des secteurs défensifs, dans des secteurs de croissance, que c'est moins le jeu qui, depuis 18 mois, était très entre la croissance et le value, les valeurs des côtés. Je pense qu'il est vraiment en train de se rééquilibrer vers des entreprises qui ont des bons bilans et qui, comme d'habitude, il y aura un ralentissement. Et comme d'habitude, ceux qui ont des bilans bien structurés passeront mieux ce ralentissement. Donc, on peut commencer à regarder ce type d'entreprise. Et alors justement, on va continuer avec vous, Thomas Friedberger. On attend les saisons de publication des résultats des entreprises cotées, sur des marchés actions notamment, celles dont on a assez peu parlé quand on a parlé de performance juste avant, avec des questionnements sur les attentes de profit d'un certain nombre d'entreprises, à tel point en fait qu'on en vient à se poser la question si des bonnes publications seraient des bonnes nouvelles ou des mauvaises nouvelles, parce que ça annoncerait finalement des mauvaises nouvelles encore pires à venir. Alors comment est-ce que vous vous préparez à cette saison des résultats, Thomas Friedberger ? On va observer ça avec intérêt, parce que ça va donner beaucoup d'informations sur beaucoup de choses, sur la demande, sur la manière dont les entreprises perçoivent l'inflation, sur les niveaux de capitaux propres adéquats pour passer cette période compliquée. Et donc on va, à mon avis, plutôt, les résultats du deuxième trimestre seront peut-être, probablement pas si mauvais que ça, mais ce qui va compter, c'est ce qu'on appelle la forward guidance, donc les indications données pour la fin de l'année. Si vous regardez au premier trimestre, il y a eu assez peu d'entreprises. Si vous prenez le S&P 500, je crois qu'il y en a eu 65 qui ont dit qui ont dégradé leurs anticipations de résultats pour la fin de l'année. Et sur ces 65, il n'y en a que 5 qui ont dit que ça viendrait des coûts et des revenus. D'accord. Il y en a 60 qui ont dit que ça viendrait que de leurs coûts. Donc c'est assez peu en fait. Donc elles s'attendent toutes à avoir suffisamment de demandes et suffisamment de commandes. Ça va être intéressant de voir comment ça évolue au deuxième trimestre. Mais ce qui est sûr, c'est que les anticipations de croissance des résultats pour l'année 2022, sur le consensus des analystes, est probablement encore trop optimiste, que ces analystes attendent probablement d'avoir ces perspectives des entreprises pour les dégrader, mais que ça veut dire qu'en fait, on est sur des multiples implicites qui sont plus élevés que ceux qui sont optiquement aujourd'hui affichés. Oui. Et donc, globalement, si on considère, en tout cas c'est notre opinion, les indices, ils sont encore trop chers. Ça n'empêche pas effectivement qu'il y a, dans certains secteurs, dans certaines géographies, des opportunités qui sont déjà présentes d'investissement avec des valeurs qui sont revenues. Nous, notre biais, c'est vraiment la qualité, ce qu'on appelle le value quality, c'est-à-dire acheter des entreprises de grande qualité à des multiples acceptables. Et il y a déjà des cas de figure qui se présentent aujourd'hui. Donc, c'est plutôt une bonne opportunité pour rentrer sur ces valeurs-là. Et donc si vous dites que les multiples sont encore trop chers à vos yeux, ça veut dire que, comme Aymeric Didet, vous n'identifiez pas les indicateurs qui permettraient de dire qu'on est arrivé sur des points bas aujourd'hui sur les marchés financiers, sur les marchés actions. De manière globale, c'est assez compliqué d'affirmer ça. Déjà parce que la baisse de 20%... Est-ce qu'on arrive à l'affirmer généralement les points bas, on les sait toujours après coup normalement. On les sait toujours après coup. En 2009, je me rappelle qu'il y avait quand même un consensus assez clair en mars sur le fait qu'on n'était pas loin du plus bas. Mais c'est vrai que c'est assez compliqué à appréhender. Mais c'est vrai qu'on a baissé que de 20%. Quand vous regardez les grandes corrections de marché, c'est plutôt moins 30 en moyenne depuis la fin de la Deuxième Guerre mondiale. Et puis ensuite, vous avez encore ces résultats qui sont positifs pour 2022, alors qu'on commence à parler de probabilité de récession de plus en plus forte, et pour 2023. Donc, même si on revenait en ligne avec 2021, qui était déjà une année record, ça serait déjà assez optimiste, je trouve. Donc, il y a probablement encore quelques ajustements à faire là-dessus. Donc, il faut rester prudent. Mais encore une fois, ça n'empêche pas de saisir des opportunités dès maintenant.
en étant sélectif. Aymeric Didet, même question. Vous pensez qu'il y a trop d'optimisme aujourd'hui dans les résultats d'entreprise à venir ? Alors, d'une manière générale, peut-être, mais là, c'est là où il y a un point important, c'est qu'on retrouve l'intérêt du stock picking. On va retrouver justement l'intérêt de la sélectivité et d'aller chercher des entreprises. Pourquoi ? Parce qu'il y en a aussi pas mal qui, pendant ces 2 derniers mois, ont commencé à appeler les analystes pour justement revoir. Parce qu'en fin de premier trimestre, on était au tout début du conflit entre la guerre en Ukraine et en Russie. Bien sûr. Et en fait, ils n'avaient pas on était au début de l'inflation, du pic d'inflation. Ils n'avaient pas encore toutes les données pour revoir en baisse leur guidance. Donc il y en a beaucoup qui ont appelé pendant les analystes au mois de mai, au mois de juin, pour commencer quand même à réajuster un petit peu le consensus. Ça, c'est une première chose. Donc ces entreprises-là, elles vont normalement, notamment américaines, historiquement, celles-là, elles surprennent positivement quand elles publient leurs résultats. Donc on peut avoir quand même des bonnes indications qui proviennent de ces entreprises-là. Là aussi, faut être sélectif, faut aller dans les bons secteurs, des secteurs qui sont souvent plutôt défensifs actuellement. Donc on peut avoir des bonnes choses dans le secteur de la santé, on peut avoir des bonnes choses sur certaines utilities, dans le secteur des télécoms. On sait que ça, c'est des secteurs qui sont plutôt résilients sur le long terme dans ces périodes-là. Mais par contre, il y a aussi des leaders, des grands leaders qui historiquement passent les crises et qui certains ont déjà d'irrité. Donc là, même dans les valeurs de croissance, on en a certaines qui ont d'irrité quand même suffisamment parce que on a eu des baisses de 30, les GAFA aux États-Unis, par exemple, qui ont été les valeurs de croissance stars de ces derniers mois ou même de ces dernières années, qui là effectivement reculent, mais qui auraient des bilans suffisamment conséquents de toute façon pour passer des crises comme celle-là. Alors, pour passer les crises, on n'a aucun doute là-dessus. C'est quelque part, c'est pas un sujet sur les GAFA. Logiquement, dans 2 ans, elles sont toujours là, et dans 5 ans, elles sont toujours là. Donc, on n'a pas trop de sujets sur ce type de valeurs, mais c'est pas forcément celles-là qui vont surprendre positivement. Et en plus, là-dessus, il y a aussi tout un sujet, c'est que c'est les premières valeurs mondiales, elles sont dans les ETF, et c'est les grands institutionnels qui les font monter et les baisser. Donc, là-dessus, il y a déjà un sujet qu'il faut cadrer. Donc l'atout du gérant, c'est d'aller chercher justement d'autres typologies de valeurs, sortir un petit peu de sa zone de confort, d'aller chercher aussi sur des zones, sortir de l'Europe, aller sur les États-Unis, parce qu'ils sont quand même en avance sur le cycle et que c'est un marché qui est extrêmement profond, extrêmement résilient, sur lesquels il y a beaucoup plus d'agilité également. Donc c'est là-bas un petit peu qu'on va aller destiner quelque part les sources d'investissement en premier avant d'aller en Europe. On a plus d'incertitudes quelque part sur l'Europe, qui a beaucoup de facteurs qui peuvent dépendre également du conflit qu'on a et des conséquences du conflit qu'on a entre l'Ukraine et la Russie. Justement, on finira là-dessus, mais Olivier de Béranger, effectivement, là on parle d'anticipation de croissance revue à la baisse pour les entreprises, mais si on regarde ne serait-ce que le ministre de l'économie allemand qui dit que le gaz est devenu une ressource rare, si on écoute, alors effectivement en France c'est peut-être plus un exercice de communication de dire que nous aussi on pourrait être amené à rouvrir une centrale à charbon si besoin, mais on se rend compte que le sujet énergétique en fait pourrait quand même mettre à l'arrêt dès cet hiver un certain nombre d'entreprises en France ou en zone euro. Ça c'est un risque qu'il faut s'attendre à voir pointé par les entreprises elles-mêmes, que ce soit lors de la saison des résultats ou assez vite après l'été ? Ah oui, bien sûr. Bien sûr, et spécifiquement pour l'Allemagne quand même, parce que le pays qui est le plus en risque énergétique aujourd'hui, c'est l'Allemagne. Et d'ailleurs, on n'a jamais fait des tests du grid européen et si dans un pays comme l'Allemagne, par exemple, il n'y a plus de gaz du tout et qui manque 10 ou 15% de la consommation du jour, ça n'a jamais été testé à ces niveaux-là, le grid européen. Quand la France exporte vers l'Allemagne ou que la Belgique exporte vers la France, on parle de 1 ou 2% de la consommation marginale. On ne parle jamais de 10 ou 15% de la consommation. Donc oui, si la guerre en Ukraine entraîne une coupure totale du gaz russe, oui, il y aura un choc énergétique qui sera très difficile cette année à absorber. Mais pour revenir sur les bénéfices par action des entreprises, ce qui est très difficile pour les analystes aujourd'hui, c'est que la meilleure explication de la croissance des résultats des entreprises, c'est toujours la croissance nominale. Donc c'est croissance plus inflation. Donc j'enlève l'énergie et les matières premières. On attend 2,5% de croissance en Europe, plus les 4% d'inflation qu'on a l'air d'être là. Ça fait 6,5% de croissance nominale. On n'a pas eu ça depuis très longtemps. Donc c'est très difficile quand vous faites des analyses d'entreprise de savoir quelle partie de cette inflation va pouvoir être passée dans les prix et qu'est-ce qui va pouvoir dépendre de la croissance elle-même. Donc c'est là en fait ce qui rend l'analyse en ce moment particulièrement difficile, c'est
la séparation entre hausse des prix et activité, qui fait normalement une hausse des chiffres d'affaires qui, globalement, suit plus ou moins la croissance nominale, mais dont la décomposition dans la marge est difficile à évaluer. Donc, c'est pour ça qu'en début d'année, vous aviez la traditionnelle attente de croissance des bénéfices de 10% comme tous les débuts d'année, qu'elle a baissé très fortement au moment du déclenchement de la guerre, et que, paradoxalement, elle a plutôt remonté. Au deuxième trimestre, on a plutôt remonté les attentes en faisant du bottom-up, donc entreprise par entreprise, de publication de résultats. Donc, malheureusement, je pense que lors de la publication du deuxième trimestre, les chefs d'entreprise vont être assez dans le flou sur les guidance. C'est-à-dire c'est difficile, alors qu'on ne sait même pas s'il y aura assez d'énergie au mois de novembre. C'est assez difficile de faire des prévisions très précises. Quand même un indicateur, et on finira rapidement là-dessus, mais quand même un indicateur pour les marchés financiers, si les chefs d'entreprise admettraient eux-mêmes être dans le flou vis-à-vis, par exemple, d'un approvisionnement énergétique. Ça continuera à alimenter la volatilité qu'on constate sur les marchés actions, sur les marchés obligataires, sur les marchés de crédit. Merci beaucoup, messieurs. On finira là-dessus. Merci Olivier de Béranger. Je rappelle que vous êtes directeur général délégué de la financière de l'Échiquier. Merci Thomas Friedberger, directeur général de Tikeo IM. Et merci Aymeric Didet, directeur de la gestion de Pergame. Merci à vous également de nous avoir suivis. On se donne rendez-vous tout de suite dans le dernier quart d'heure de Smart Bourse.